Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 4 octobre 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter la 25e édition d'Entre nous soit dit. Entre nous soit dit a le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Vladimir Fedorovski. C'est un plaisir pour moi, Claude Richman. Mon cher. Tant d'années, Claude. Tant d'années que nous avons fait des émissions ensemble Oui, à la radio. Et c'est évidemment un grand plaisir parce que, d'abord, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Deuxièmement, parce que vous venez de publier aux éditions du Rocher Le fantôme de Staline, qui est un des ouvrages les plus importants que vous ayez écrit, et tout simplement un ouvrage très important en soi. Le voici, car il décrit un siècle pratiquement de vie de l'Union soviétique, puis de la Russie éternelle. Bien sûr, de la Russie éternelle, mais aussi un peu de l'histoire secrète du XXe siècle, parce que cette histoire du siècle a été mêlée aussi avec l'histoire du siècle rouge pour la Russie. 25 millions de morts quand même, là-bas seulement dû aux efforts de Staline, de Lénine, de Trotsky, de tous ces gens-là, mais aussi 25 millions aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai que c'est un livre qui m'est cher parce que c'était conçu il y a 30 ans, d'une manière très bizarre, il faut le dire, parce que vous me connaissez, j'ai eu une longue carrière diplomatique avant, et j'ai accompagné une fois quelqu'un que vous connaissez tous, c'était Saddam Hussein. Et je l'ai accompagné au Kremlin. Et on m'a montré, vous savez, Saddam Hussein se prenait pour une sorte de réincarnation de Staline. Il pensait, il aimait beaucoup, et il est venu se ressourcer en quelque sorte là-bas à Moscou, avant de faire son coup d'État. Il n'était pas encore président de l'Irak, avant de faire son coup d'État. Et quand j'étais tête à tête avec lui, et on a montré des choses extraordinaires. On a montré les 12 chambres identiques où Staline couchait, les dachas de Staline. Il avait beaucoup de dachas. Lui-même, il était un homme des habitudes assez modestes, mais il y avait des dachas tout à fait exubérants, avec la cuisine exubérante, etc. Toutes ces choses-là. Mais ce qui m'a frappé à l'époque, c'est un décalage qui existait entre la perception du personnage et l'histoire officielle. Je vais vous dire, on a visité la bibliothèque de Staline, et ce qui m'a frappé le plus, que ce n'était pas du tout comme on dit, si vous lisez aujourd'hui les manuels de l'histoire, une sorte de médiocrité incarnée. Vous savez, c'est Trotsky qui a utilisé la première fois le terme la plus éminente médiocrité de parti. S'agissant de Staline. S'agissant de Staline, absolument. Et vous imaginez bien, moi j'étais frappé de très peu de livres marxistes qu'il lisait. On voit tout de suite, vous savez, quand on prend les... Il lisait les grands classiques. Énormément de grands classiques. Et encore des choses qui vont vous étonner, il lisait les choses ésotériques. Par exemple, j'ai retrouvé un manuel de la magie noire, annoté par Staline. Il souligne exactement la même phrase qu'Hitler. C'était, vous savez, association des foules avec l'avenir, avec, disons, l'utilisation de ces recettes. Disons. Donc c'était peut-être deux illuminés l'un et l'autre. Évidemment, en quelque sorte illuminés, il y a côté irrationnel dans le débat. Il s'adressait, mais je vais vous dire, ça m'a alerté. Ça, j'ai beaucoup réfléchi. Après, j'ai eu vraiment des protagonistes de l'époque. Comme j'étais diplomate, je pouvais voir les gens assez étonnants. Et j'ai retrouvé là-bas des témoignages qui contredisaient le personnage. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose... Pendant de vous interrompre, cher Vladimir, pour qu'on comprenne bien, parce que nos auditeurs et nos téléspectateurs risquent de ne pas très bien comprendre avec les époques qui se sont passées, vous accompagnez Saddam Hussein en visite au Kremlin. Absolument. Et c'est là que vous avez découvert et fait découvrir la bibliothèque de Staline, dont vous venez de nous parler. Absolument. Voilà, j'ai bien compris. Claude, vous êtes toujours très précis et très clair. J'essaie surtout de comprendre. Absolument, absolument. Et ça, c'est la première affaire. Et après, il y a d'autres choses, au fait. Vous savez, dans l'histoire, on a parlé des morts. On disait, ça c'est une autre manipulation historique aussi, qui est propre à la fois à l'Occident, par rapport à l'Occident, mais aussi là-bas, en Russie.
Vous savez, on présentait souvent Staline comme une sorte d'émanation du mal, ce qui est une vérité historique. Mais au-delà de ça, on disait le régime n'était pas si méchant que ça, Lénine elle était plutôt bon, Trotsky c'est carrément un grand intellectuel, et ça ne correspond pas du tout à la réalité, parce que si on analyse bien, je raconte ça dans le livre, c'était des grands terroristes tous, et le sang ou l'assassinat c'était une base de fonctionnement. D'ailleurs, ils se sont beaucoup inspirés, ouvertement d'ailleurs, de la terreur de la Révolution française. De la Révolution française, mais ils ont quand même dépassé, là où les Français disaient, disons... ils ont tué 2 000 à 3 000 personnes. Bien qu'on comprenait, on ne peut pas comparer, mais l'inspiration... La terreur, la terreur complètement, la terreur industrielle. Moi je sors dans une lettre de Trotsky complètement ahurissante qui dit le nettoyage définitif du pays. Définitif. Comme la solution finale. Vous comprenez, moi j'aurais pu même traduire presque ça, mais je ne voulais pas quand même aller exagérer les choses, mais c'est pas loin. Alors précisément, cher Vladimir, cette histoire de l'Union soviétique, puis d'abord de la Russie tsariste, puis de la Révolution, puis de la Russie soviétique, de l'Union soviétique, et enfin de la Russie qui est redevenue la Russie éternelle, a un intérêt non seulement historique, mais politique évident. Premièrement, parce que aujourd'hui, Poutine, qui est le chef de la Russie, approche de la fin de son pouvoir officiel, puisqu'il ne peut se présenter en principe à un 3e mandat, mais que nous venons d'apprendre qu'il a décidé de conduire une liste aux élections législatives qui se dérouleront l'année prochaine, et qu'on dit, alors vous allez nous confirmer ou infirmer, qu'il pourrait envisager, ayant installé un homme à lui à la tête de l'État, de devenir le Premier ministre et donc de récupérer l'ensemble des pouvoirs. Est-ce que c'est la bonne interprétation? Absolument. Oui. Mais Claude, comme d'habitude, vous êtes un observateur pertinent de la vie politique en Europe, évidemment en Russie aussi. Je voudrais vous dire, c'est tout à fait évident, et finalement, avec ce livre, Le fantôme de Staline, je donne des clés historiques, mais aussi des clés politiques pour comprendre comment ça se passe. La seule différence, vous avez vu sur la couverture, il y a 2 visages, il y a le visage de Staline et le visage de Poutine. Alors on va profiter pour le montrer à nouveau, afin d'illustrer le propos. Mais c'est pas un raccourci du tout. Il ne faut pas penser que Poutine c'est un nouveau Staline, ce ne sera pas exact, ce sera un raccourci. En réalité, c'est peut-être un petit-fils de Staline. On disait Staline, c'est une Genghis Khan avec le télégraphe. Poutine peut-être un Staline, un petit-fils de Staline avec l'Internet. Mais vous savez, Staline, vous allez voir quand vous allez lire ce livre. Ça, c'est un personnage. Je l'ai lu personnellement. Peut-être mais nos téléspectateurs vont le lire. Si, vous savez, c'est le personnage qui sort des pages dans des pièces de Shakespeare. C'est un personnage apocalyptique, c'est un personnage très intéressant, déchiffré, plein de choses. Poutine, c'est plus James Bond. C'est son fonctionnement. Ce qui le rapproche avec Staline, il y a 2 aspects. C'est l'aspect manipulateur dont vous avez parlé. Évidemment, il va rester au pouvoir. Évidemment, il sera président clé, disons président délégué, parce qu'il ne va pas changer la Constitution formellement. Mais en réalité, c'est lui qui sera au centre dans la vérité du pouvoir. Il sera vraisemblablement Premier ministre, puis il va pousser un de ses disons, collaborateurs, vraisemblablement d'ailleurs Premier ministre actuel, au pinacle, et comme ça, ce sera une sorte d'organisation très vraiment ficelée qui va régner en Russie, elle existe déjà. Vous comprenez, si vous êtes ministre, vous êtes en même temps président de Total, de tout, vous contrôlez tout. Alors, il y en a 10 personnes qui sont essentielles, mais une vingtaine qui contrôlent 40% des richesses, le Parlement, le gaz, le pétrole, les diamants, l'or, évidemment les médias, etc. Et ça, c'est une organisation qui me rappelle un peu le système stalinien, parce que vous connaissez le Politburo, ils appelaient ça. Le rôle était partagé, tout était partagé, ils contrôlaient tout. Et ça, c'est un aspect, disons, un peu pittoresque pour nous amuser, pour plonger dans le roman plutôt d'espionnage. Mais il y a des choses beaucoup plus sérieuses. Alors, précisément, ce que je voulais vous dire, je ne sais pas ce que vous alliez dire, mais j'aimerais quand même qu'on s'arrête un instant sur la technique du pouvoir, parce que là où il y a un rapprochement évident,
c'est que ce sont les services secrets, qu'on les appelle le KGB ou comme actuellement le FSB, c'est-à-dire la police de sécurité fédérale, qui sont manifestement maintenant au pouvoir. Puisque Poutine est un homme du KGB. Poutine est un homme du KGB, évidemment, il a fait entrer avec lui, il y a autour de lui deux filières. Finalement, on peut les observer, on connaît tous ces gens-là. C'est essentiellement les gens du KGB. C'est les anciens qui ont travaillé depuis longtemps avec Poutine, qui était quand même une sorte de James Bond, à repenser à la Russe, et il a amené ses amis au pouvoir. Il est nommé ministre, je ne sais pas, tout d'abord défense, maintenant vice-premier ministre. Il y en a beaucoup de gens comme ça. Et deuxième filière qui est plus agréable, un peu plus policée, un peu plus ouvert vers l'économie de marché, c'est la filière quand il a travaillé à Saint-Pétersbourg. Et je vais vous dire, moi à l'époque j'étais un de mes amis était le maire de Saint-Pétersbourg. Et c'est lui, vous vous souvenez, Sobchak, bien sûr. Sobchak qui était une grande figure démocratique à l'époque. Et on a travaillé, on a fondé ce parti ensemble qui s'appelait le Mouvement de Réforme Démocratique, et je venais souvent à Saint-Pétersbourg. Et je vais vous dire, j'ai vu plusieurs fois, j'ai dîné plusieurs fois avec Poutine, et j'ai gardé les impressions tout à fait précises. C'est très intéressant le personnage, c'est un acteur. Souvent les hommes politiques sont des acteurs. Mais là, c'est un acteur qui était formé à la bonne école. Il était formé comme espion, et les espions, ils utilisent un peu les techniques presque de comédiens. Ce qui m'a frappé pendant le dîner, quand on était 3 ou 4 avec ce maire-là, que Poutine copiait les gestes des interlocuteurs. Et je remarquais qu'il a copié les gestes, et après on m'a expliqué que c'est une technique d'espionnage. Et après, un homme d'État, pour être franc-européen, m'a raconté que pendant une des conversations au sommet, Poutine utilisait la même technique. Il m'a demandé pourquoi il copie les... Mais je lui ai expliqué que c'est une technique, ça vous plaît quand vous ressemblez à quelqu'un. À ce qu'il paraît, c'est une technique pour mettre à l'aise des gens. Et évidemment, ce personnage, Poutine, c'est un personnage multifacette. Et ça, vous visez juste. Je pense que ce côté service secret, c'est un pilier de ce système. C'est pour ça qu'il y a des verrouillage total. Ils sont profondément nationalistes, ils sont parfois assez anti-occidentaux. Parfois, je vais vous dire paradoxalement, parce qu'ils pensent que l'Occident, surtout, ils sont plus anti-américains qu'anti-européens en réalité. Ils pensent que les Américains, ils veulent l'affaiblissement de la Russie et ils cherchent les... Et puis ils sont peut-être aussi nostalgiques de l'Empire russe. De l'Empire russe, bien sûr. Qui était d'ailleurs l'Union soviétique. Bien sûr. La continuité. Il y a fort d'impérialisme, ça existe, néo-impérialisme existe ça. Et il y a l'aspect aussi, la recherche du monde multipolaire. Moi je suis assez, je vais vous dire, je regarde ça avec mon expérience diplomatique, c'est intéressant, ils sont des manœuvriers. Quand même des grands manœuvriers, où je suis assez sceptique quand ils pensent que réellement ils peuvent créer une sorte de pôle alternative avec la Chine et éventuellement avec les pays islamiques. Ça paraît peu cohérent. Pour moi, c'est gênant même. Je pense que c'est une illusion, mais vous savez, c'est un joueur aussi. Poutine, il joue sur tous les tableaux, mais Staline était joueur. Quand on pense, il ne faut pas simplifier. Staline, c'était vraiment un négociateur de tout premier plan. J'ai suivi vraiment tous les comptes rendus qui sont déclassifiés maintenant. Il y a des choses étonnantes, et je voudrais vous citer la phrase de Kissinger, qui disait que c'est incontestable que Staline, c'est le plus grand esprit géopolitique. Il disait, il le comparait avec Richelieu. Ce n'est pas mon cas, mais quand même, il ne faut pas se leurrer, c'était des grands professionnels. Alors, Poutine, c'est moins un grand professionnel. Je voudrais revenir à la Chine, si on me permettait, puisque ça m'inquiète. Oui. Et puis, ça va nous donner quand même quelques idées pour réfléchir ensemble sur ce qui se passe. Vous savez, la Chine, c'est un énorme problème pour les Russes, et Poutine, il joue cette fois-ci d'une manière assez bizarre et pour moi pas tellement cohérente. Le problème, c'est qu'il s'est rapproché ces derniers temps avec les Chinois, il fait des manœuvres militaires en Sibérie avec les Chinois, mais peu de gens savent qu'il y a énormément de clandestins chinois en Sibérie. La Sibérie, c'est des espaces énormément riches, c'est la terre historique de la Russie, mais les Chinois, tout d'abord, dans leur manuel de géographie, ils contestent très souvent les frontières, comme vous le savez. Mais d'autre part, il y a cet aspect énormément de clandestins. Dans leurs documents confidentiels,
moi je ne voudrais pas entrer dans le débat des chiffres, mais quand même dans leur document confidentiel, il utilise le chiffre 20 millions de Chinois clandestins. C'est un chiffre absolument ahurissant, vous comprenez? Et l'impression, pression sur ça, sur ce plan-là, sur le plan géopolitique, c'est un aspect assez important de réflexion que je menais. Mais ne pensez pas que c'est un livre sur la géopolitique. Il y a l'amour, il y a l'histoire du cœur, il y a l'empoisonnement, il y a tous ces aspects-là qui sont... C'est un livre en effet très riche et qui apporte des lumières particulièrement intéressantes sur tous ces fragments de l'histoire, en particulier par les documents dont vous avez pu prendre connaissance et qui ont été déclassifiés il n'y a pas si longtemps que cela. Absolument, mais parfois les témoignages aussi. Il y a les témoignages absolument, comme quand vous imaginez bien un des successeurs le chef de cabinet de Staline. Le chef de cabinet de Staline. J'ai eu une longue conversation de le chef de cabinet de Staline. J'ai rencontré aussi, il y a un témoignage ahurissant sur les successeurs, notamment l'ancien président du KGB m'a confirmé que Brejnev, qui était quand même chef d'État, soi-disant responsable, mais au début, quand il a comploté contre Khrouchtchev, vous imaginez bien, il a essayé d'introduire l'empoisonneur dans les cuisines de Kremlin pour tuer Khrouchtchev ou abattre son avion, auquel on est vraiment presque dans le style de Moyen-Âge comme démarche, et c'est ça qui nous alerte sur les mentalités, sur les traditions. Alors ce qui est caractéristique de toute cette période de 1917-89, ça fait donc 72 ans. Voilà. En 72 ans, ce qui est la caractéristique, et ça se dégage très très bien dans votre livre, c'est la peur. Alors il n'y a pas que la peur, bien sûr, du citoyen, qui ne mérite pas ce nom, il y a la peur des dirigeants, ils ont peur les uns des autres, ils ont peur d'abord du numéro 1, qui peut les faire exécuter à tout moment, et le numéro 1 a peur d'eux aussi, parce qu'ils peuvent éventuellement comploter. Et alors, est-ce qu'un régime fondé pour la peur peut durer? Il semble que non, mais il a quand même duré longtemps. Il a duré longtemps, mais je suis désolé de vous dire que ce régime-là, ce type de régime, il ne peut qu'être fondé sur la peur. Il fonctionne avec, s'il y a la terreur et la peur absolue. Si on enlève ce composant-là, ce qui a fait, avec une petite brinde d'illusion au début, Gorbatchev, exactement. En réalité, dans ce cas-là, tout s'écroule. Et ça, c'est une illusion. Parce que vous savez, j'ai travaillé avec Gorbatchev, mais avec quelques-uns, comme Yakovlev ou Shevardnadze, nous n'étions pas de cela. Nous pensions qu'il faut que ça s'écroule. Et nous étions tout à fait conscients quand on a voulu écrouler, tuer la bête, comme on dit. Mais il y avait des gens, Gorbatchev, à titre personnel, il pensait qu'on pouvait faire évoluer ce régime, mais ça, c'est une illusion totale. La peur, c'est exactement le mot qu'il fallait utiliser, c'est la clé pour comprendre. Je vais vous entraîner sur le terrain politique français, je sais que ce n'est pas votre spécialité particulière, mais vous avez trop d'expérience pour ne pas le connaître. J'ai écrit plusieurs articles au moment de la campagne présidentielle française pour dire, d'une part, que Bayrou, c'était Gorbatchev, et que Sarkozy, c'était aussi Gorbatchev. Alors naturellement, je ne fais pas de comparaison entre les régimes, mais ce que je voulais dire, c'est que le régime français, ce fameux régime dont on nous dit qu'il faut faire une rupture avec lui, eh bien, on est un petit peu dans une situation assez comparable. C'est-à-dire que vous avez deux hommes éminents, quand même, Bayrou et Sarkozy, qui décident de se présenter à l'élection présidentielle, qui vous disent qu'ils vont faire une rupture, mais dans le contenu de leur programme, il n'y a pas vraiment de rupture. Donc en fait, derrière eux, il y aura peut-être une rupture, mais elle se fera différemment. Et ça m'a vraiment fasciné, parce que je m'étais souvent entretenu avec vous, de Yakovlev, qui était l'idéologue de la perestroïka, et qui était un de nos amis, qui vient de décéder d'ailleurs. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a les gens qui veulent prendre le château, comme disait Gorbatchev, et puis il y a ceux qui veulent le détruire. Bien sûr, absolument. Ça, c'est absolument vrai. Je vais vous dire, quand je réfléchissais avec Bayrou, moi je suis de votre avis. Pour être franc, moi j'ai souvent comparé la démarche de cette ambiguïté, etc., et même le résultat finalement. Le résultat était ça. En ce qui concerne Sarkozy, c'est plus côté, vous savez, il y a ce côté, comment vous dire, du théâtre, qui est propre. Évidemment à Gorbatchev, mais il y a d'autres choses là-dedans, puis la période ici aussi, les enjeux sont considérables. À l'époque, je vais vous dire, le problème de cette époque, on va revenir à ça, que c'était une époque assez importante pour nous.
parce que c'était juste 5 ans, 6 ans, pas plus. C'était l'accélération de l'histoire. C'était la fin de la guerre froide. C'est une certaine liberté pour l'Est, pour les gens de l'Est, pour la Russie en partie, mais surtout pour les Polonais, pour les Hongrois, etc. Et ça, c'est les acteurs de cette période. Je reviens à ça. Finalement, vous savez, c'était les gens quand même assez exceptionnels. C'est Jean-Paul II, c'est un miracle. Ça aurait les a aussi en Pologne. Ça, bien sûr, en Pologne, et Yeltsin, même, pour les gens anticommunistes, c'est les gens d'un courage exceptionnel. Et ça me fait penser à toutes ces choses-là, les composantes, le théâtre, l'opérette, toutes ces choses-là, c'est propre pour les politiques de tous les pays. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action, les 3 règles du théâtre. Alors, précisément, la période vraiment la plus fascinante sur le plan politique, c'est quand même la fin de l'Union soviétique. Bon, toute cette construction s'est faite dans un climat qui était à la fois marqué par la guerre, par les exécutions sommaires, par la terreur, etc. Mais la grande, et vous l'avez souligné, la grande révolution, ça a été la fin de l'Union soviétique avec cette accélération de l'histoire. Et alors, j'aimerais que vous nous disiez vraiment quel a été le rôle de quelqu'un qui est peu connu, sauf de vos lecteurs, parce que vous en avez sûrement parlé, Alexandre Yakovlev. Vous savez, je vais vous dire comment ça s'est passé, et je raconte presque la première fois dans Le fantôme de Staline, comment ça s'est passé réellement. Réellement, Gorbatchev a été repêché par les gens du KGB. Par Andropov. Par Andropov. Andropov, c'était un homme fort. Il faut revenir à Andropov parce qu'Andropov, c'est une sorte de maître de pensée de Poutine aujourd'hui. Et puis les gens, comme vous savez, les spécialistes occidentaux, ils délirent parfois. Ils disent que c'est le meilleur occidentaliste, toutes les choses. Ça ne correspond à rien. Andropov, c'était le chef du KGB. C'était quelqu'un qui voulait l'ouverture économique de la Russie, l'efficacité de régime, mais un verrouillage total politique. En fait, c'était une sorte de dancing repensé à la Russie. Il prend Gorbatchev. Pourquoi il prend Gorbatchev? Ça, c'est une histoire, encore une fois, un peu de théâtre, pour vous dire la vérité, parce que, vous savez, à l'époque, les gens, les Russes, d'une manière générale, ils boivent de l'alcool. Gorbatchev, c'est pas quelqu'un qui boit de l'alcool. Moi, j'ai bu quelques verres avec lui. Dès qu'il boit un petit verre, il devient sentimental. Il ne tient pas de l'alcool. C'est pas tout le contraire d'Eltsine. Et Andropov détestait quand les gens buvaient de l'alcool. Et il vient voir dans un endroit dans le midi de la Russie, il se passait des vacances. Gorbatchev, il était une sorte de vice-roi dans cette région, à Stavropol, et il voit qu'il y a un garçon jeune qui ne boit pas et qui tient le discours très ouvert, en même temps complètement dans le régime apparatchik. Alors, il le repêche et il le pousse en avant. Il en fait son poulain. Son poulain. Mais avec quel mandat? Avec le mandat de faire du nationalisme, avec le mandat de renforcer l'Empire et de le rendre plus efficace, simplement assurer l'ouverture économique. Ça, c'est une filière qui était une filière Andropov. C'est une filière qui existait et qui finalement triomphe maintenant avec Poutine. Et il y a une autre filière qui était la filière de Yakovlev, c'est les gens comme Shevardnadze, en partie Sobchak, vous savez, en partie moi-même, etc. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la seule solution pour sauver le monde, et peut-être d'assurer un rapprochement entre la Russie et l'Occident, c'est de faire détruire le système. On a consciemment essayé de détruire le système totalitaire d'une part, et d'autre part, aussi il y avait tout un débat sur le fonctionnement de l'Empire. Comment assurer la décolonisation. Et la méthode de Gorbatchev était une méthode artistique. Une fois, quelqu'un, un ancien président français, m'a dit une chose terrible. Il était le roi de vacherie. Rarement je le cite, mais je vais le citer pour vous. Il a dit c'est un mélange entre Mussolini et Valentino. Terrible. Et Rudolf Valentino. Bien sûr, Valentino. Mais il y a ce côté Valentino. Le côté charmeur. Évidemment, côté charmeur, côté joueur. Oui. Il jouait sur tous les tableaux, entre les différentes tendances, mais c'était un artiste. Moi, je vais vous dire, 1000 fois, j'ai vu comment il fonctionnait. Vous savez, il prenait une feuille blanche et il disait, je viens de vous montrer une feuille blanche. Mais comme je viens de vous dire, c'est une feuille noire, n'est-ce pas? Je vous assure, ça fonctionnait comme ça, exactement. Un illusionniste, encore. Illusionniste comme ça, mais avec... en fait, c'est la victoire de l'échec, parce qu'il y avait ce côté liberté, il y avait ce côté
qui a primé, mais l'échec économique et l'échec de la politique dans le monde. Parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment réformer un régime comme celui-là. Ça, c'est mon avis. Voilà, c'est le fond du problème. Et d'ailleurs, Tocqueville avait lui-même expliqué, bien avant de connaître, il ne la connaissait pas, et pour cause l'Union soviétique, qu'un régime s'effondre au moment où il devient un peu meilleur. Ce qui était manifestement le cas avec Gorbatchev. Évidemment. Il y a eu quand même un début de libéralisation, la Mais dans ce cas-là, c'est terminé. Parce que ce régime, il ne peut pas fonctionner si on enlève ce côté terreur. Voilà. En fait, si on n'assassine pas, c'est terminé. Voilà. Mais Gorbatchev, comme c'est un maître de langage, une fois il a dit « Je suis un mauvais tsar ». Un bon tsar, c'est un tsar qui tue. Oui. C'est un point positif, il en était conscient. Évidemment, en partie, mais il y a ce côté artistique. Mais vous savez, tous ces hommes politiques, ils pensent qu'ils ont des barakas extraordinaires, et là, ils pensaient que le baraka va l'accompagner. Ce n'était pas le cas. Alors nous allons marquer une brève pause afin de permettre à chacun de nos téléspectateurs d'aller boire une petite vodka pour se réconforter. Nous n'allons pas le faire parce que nous allons essayer de rester lucides jusqu'à la fin de l'émission. Et en attendant, eh bien, je vous dis à tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons notre conversation avec notre invité, qui est l'auteur d'un livre formidable intitulé Le fantôme de Staline, Vladimir Fedorovski. Nous nous connaissons depuis longtemps et c'est toujours un plaisir de faire... J'ai toujours apprécié. Je suis très heureux que vous continuiez avec la télévision, chez Claude, parce que moi je trouve que votre franc-parler et votre pertinence, c'est très important pour ce paysage audiovisuel maintenant. Merci beaucoup. Alors, nous venons d'évoquer à grands traits, bien sûr, parce que c'est une histoire tellement riche, tellement profuse, qu'il faut s'y plonger et y rester pour bien essayer de comprendre. Nous avons évoqué à grands traits ce siècle que la Russie et l'Union soviétique et maintenant la nouvelle Russie ont connu, et nous étions arrêtés un instant sur l'influence et les jeux d'influence qui ont amené au changement de régime et au fait que maintenant la Russie, après avoir laissé espérer qu'elle deviendrait un pays démocratique comme les autres, semble embarquer vers d'autres cieux, vers d'autres rivages. C'est très difficile de savoir ce qui va devenir de la Russie. Alors vous qui êtes l'historien de la Russie, car vous nous avez donné beaucoup d'ouvrages, il y a toujours deux tropismes. Il y a le tropisme oriental et le tropisme occidental. Où en est-on aujourd'hui? Mais je suis persuadé que le destin de la Russie, c'est d'avoir une tête bicéphale. C'est vrai qu'il faut regarder de deux côtés, mais il y a un problème réel maintenant, parce que la Russie hésite jusqu'à l'heure actuelle avec qui il faut faire disons, ce changement. Je voudrais vous dire que, quand même, l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de faire des bons choix. Et les bons choix, ça concerne tout le monde. À titre personnel, je suis persuadé que nous vivons l'époque d'une grande rupture, utilisons le mot, par exemple, dans le domaine géopolitique. En réalité, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. C'est une guerre, il ne faut pas fermer les yeux. Al-Qaïda, l'islamisme, le terrorisme, ce sont des choses impitoyables. Il ne faut pas se tromper ni des adversaires, ni des amis. Et sur ce plan-là, la Russie devrait faire aussi son choix, mais aussi les Occidentaux. Il y a une phrase de Churchill que j'aime citer, je le cite dans le livre, nous avons eu un choix entre la honte et la guerre, nous avons choisi la honte et nous allons avoir la guerre. C'était unique. C'était unique. Et ça, c'est important aussi de réfléchir à tout ça. Je pense que le destin de la Russie, c'est de se rapprocher de l'Europe. Il y a une base tout à fait pratique, finalement, au-delà de ça. C'est le gaz et le pétrole, mais il y a une civilisation. Moi, je ne cesse pas de répéter que l'affinité, je raconterai ça d'ailleurs dans le futur livre, les romans russes, l'affinité entre la culture russe et l'occidentale, c'est tout à fait exceptionnel. Qui peut nier que Tchekhov, Tolstoï et Dostoïevski sont beaux écrivains, ou que les ballets russes font partie du paysage, disons, culturel en Occident européen. Alors tout ça, ça nous pose une question de la réalité russe aujourd'hui. Et là, Poutine, il joue sur tous les tableaux. Il n'est pas certain, parfois il se dit plutôt pro-occidental, mais souvent il se rapproche des gens bizarres, des Chinois, de l'Iran. Et tout ça, ces hésitations, ça peut coûter cher.
que finalement, dans l'avenir, nous allons affronter une situation où il faut être très cohérent. Je vais vous dire, les Russes, évidemment, ils ne sont pas les seuls fautifs dans l'affaire, parce que cette période post-communiste, c'est une période difficile. Vous savez, tout d'abord les Russes, ils portent une énorme responsabilité les premiers, mais aussi les conseillers qui ont été farfelus, les Américains qui disaient qu'il faut avoir une Russie affaiblie pour leurs raisons, etc. Tout ça, c'est les choses à court terme, parce que quand nous jouons ce jeu-là entre nous, en attendant, l'islamisme progresse, il y a des tendances islamiques dangereuses en Asie centrale. Et parfois, j'entends les choses complètement dingues quand les gens disent que l'Iran peut nous garantir l'arrivée des modérés en Asie centrale. C'est vraiment ridicule, à mon sens. Et pardon de vous interrompre, mais vous savez ce que vous dites, puisque vous êtes un arabisant d'abord, oui, bien sûr. Et que vous avez été diplomate dans les pays arabes. Oui, je connais très bien le sujet, et ça m'inquiète réellement, parce que il ne faut pas qu'on ferme les yeux par rapport à la réalité que nous devons affronter. Et pour le reste, Poutine, évidemment, c'est une émanation aussi des échecs de la période post-communiste. Parce que comment ça s'est passé avec le post-communiste? Je sais que je connaissais très bien Eltsine. Eltsine, je raconte du fait ça dans le livre, est aujourd'hui beaucoup dénigré. On le présente comme une sorte d'ivrogne, affaibli. En Russie, c'est presque oublié. Il renoue avec Staline, mais il oublie Eltsine. Eltsine, c'était un homme très courageux, disons, vraiment, surtout pendant cette période flamboyante de la résistance au putsch de Moscou, etc. Tout ça, il était absolument exceptionnel, mais après, il était écrasé par le fardeau de pouvoir, et il a dû choisir peut-être pas une bonne méthode. Est-ce qu'il y avait une bonne méthode? C'est très difficile, mais il a conclu une sorte de pacte avec l'ancienne nomenclature. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je vais vous donner les richesses, vous deviendrez milliardaire, mais vous ne demandez pas de prendre le pouvoir. C'était une sorte de deal avec ces gens-là. On m'a nommé milliardaire. Voilà. Il a nommé milliardaire tous ces gens-là, les anciens ministres, et ça c'était une chose qui a coûté cher. Et après, c'est ainsi qu'étape par étape, la force la plus structurée, très nationaliste, en même temps déjà avec le soutien de cet appareil d'État qui est devenu milliardaire, tous ces gens-là, ils ont petit à petit revenu aux affaires. Et c'est comme ça qu'est apparu en réalité Poutine. Alors, précisément, il y a actuellement quelque chose qui est très clair, en tout cas pour nous, en l'observant, c'est que si les milliardaires nommés, ceux qui ont été désignés comme milliardaires, ne s'occupent pas de politique, on leur fiche la paix. Absolument. Alors que quand quelqu'un comme Khodorkovsky, qui lui est milliardaire aussi, ou était milliardaire, et décide de faire de la politique, alors là c'est la Sibérie. Ah mais absolument. Ça c'est les règles du jeu que Poutine a instaurées. Il a dit, si vous jouez avec moi, alors vous pouvez profiter. Mais si vous bougez contre moi, vous êtes les hommes morts. Et c'est comme ça qu'il a envoyé ces milliardaires. Soit il donne un choix simple. Vous me rendez tout et vous prenez un tout petit peu pour vivre à l'étranger, soit vous allez en tôle comme ce gars le plus riche de la Russie qui s'appelle Khodorkovsky, qui maintenant, vous savez, il était condamné à 9 ans de la Sibérie. Et une chose inimaginable, vous savez, c'est qu'il est dans une petite pièce avec plus de 100 jeunes droits communs. Détenus de droits communs. Alors il y a également cette étrange affaire d'empoisonnement à Londres, qui a frappé un ancien agent des services secrets, et qui a été, semble-t-il, perpétré par un certain M. Lougovoy, qui est bien protégé, semble-t-il, aussi par le régime. Par le régime, bien sûr. Mais ça, c'est une affaire carrément pittoresque, c'est vraiment James Bond. Sauf pour celui qui est mort. Pour celui qui est mort, mais ça, c'est évidemment tragique. Mais ça nous laisse quand même perplexes parce que tout ce milieu autour de Poutine, c'est les services secrets, et ce monsieur qui est accusé par les Anglais d'une manière absolument directe et pointue d'être à l'origine d'empoisonnement, il se présente aujourd'hui au Parlement russe, il sera certainement élu au Parlement russe, comme ça il va garder en plus l'immunité du Parlement. Alors tout ça, c'est la garantie de plus parce que les Anglais l'accusent, tout ça. Vous savez, si on pouvait inventer le roman d'espionnage sur cette période,
vraiment, on ne pouvait pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux qu'avec la réalité. C'est pour ça que le fantôme de Staline, vous allez voir, c'est la réalité qui dépasse la fiction. Parfois, la réalité shakespearienne avec Staline et la réalité de James Bond avec cette affaire Poutine. Mais je voudrais que les gens qui nous regardent ne pensent pas que j'ai rompu avec mes livres précédents. Parce que vous me connaissez avec le roman de Saint-Pétersbourg, il y a toujours des histoires d'amour là-dedans. Et dans ce livre, il y a une sorte d'antithèse. Dans le roman, dans le fantôme de Staline, il y a aussi une histoire romanesque, un vrai roman de Dr. Zhivago. Tout le monde a vu le Dr. Zhivago, mais cette fois-ci, je raconte le vrai amour de Dr. Zhivago à travers ce siècle comme une sorte d'accompagnement, antithèse de ces personnages souvent terribles, inimaginablement féroces, que ce soit Staline, soit ses successeurs, et Pasternak le réconforte. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand vous plongez dans les fantômes de Staline, vous pensez, mais c'est inimaginable, que de sang, que de mort, que de manipulation, que d'empoisonnement, que des histoires absolument invraisemblables, par exemple, comme à Londres, vous savez, cette affaire d'empoisonnement. Mais je ne voulais pas que les gens pensent qu'il y a du grain de la dictature, ou même d'empoisonnement, dans le sang de poison, dans le sang russe, parce qu'avec le tort de Dr. Zhivago, avec ses histoires d'amour, avec les gens que j'ai connus, finalement, Nureyev, ou bien Sakharov, ou bien Solzhenitsyn, tous ces gens-là, c'est les gens extraordinaires. Il y avait l'aspect de la culture russe qui était bien là, et je mise sur ces gens-là, sur cet héritage pour combler ça. En réalité, ce livre, Le fantôme de Staline, ça fait partie d'un diptyque. Parce que j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire? Comment partir du pays qui faisait partie, objectivement, de l'Europe, avec les ballets russes, avec Tchekhov, avec ses voyages, ses va-et-vient, avec les capitaux français, je n'ose pas rappeler les emprunts russes, mais qui ont été là, comment partir de ça et arriver à Staline, arriver à tous ces empoisonnements et tout ça. Ça, c'est une honte. Alors, vous comprenez, j'ai pris pour des raisons d'actualité, parce qu'il y a trop de choses qu'il fallait déchiffrer, il fallait vous donner les clés pour comprendre ces empoisonnements, mais aussi les anniversaires. Les gens occultaient l'anniversaire de la grande terreur de 1937. Il y a exactement 70 ans. En quelques jours, ils ont tué 100 000 personnes, et puis au total, 1 million de personnes pendant une année, et je vous donne le chiffre de ces victimes, 25 millions, terrible chiffre. Il fallait revenir à ça. 50 ans de Pasternak, il fallait revenir à ça. Mais plus banalement, il y avait les élections russes, parce que vous savez comme ça, et l'actualité, profusion. Il y a toutes ces choses-là. J'ai voulu publier tout d'abord les choses peut-être à la fois plus impressionnantes et plus dures, et les choses plus agréables que c'est la Russie éternelle. C'est d'ailleurs ce qui fait le charme de vos livres, et probablement aussi le charme russe. J'espère. C'est ce mélange de sentiments. Les Russes sont des grands sentimentaux, et la poésie pour eux, et vous le dites dans le livre, est l'art suprême, et en même temps, cette dureté, cette sauvagerie de certains régimes, et le régime communiste en a été un exemple parfait, et puis peut-être aussi une sorte de fatalisme qui est dans l'âme russe, enfin, tout ce mélange qui fascine beaucoup les Français, c'est l'affection que les Français ont pour les Russes, n'est pas récente d'une part, et d'autre part, bon, elle a souffert pendant toute la période communiste. Mais aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire, moi je ne cesse pas à se souvenir de cette phrase de la grande poétesse russe qui s'appelait Tsvetaeva, qui a une vie terrible, une des plus grandes poétesses du XXe siècle, parce qu'elle s'est suicidée, elle a été persécutée évidemment par le régime. Il a vécu un peu en France, après il est rentré là-bas, elle s'est suicidée. Et je dois vous dire qu'elle a prononcé une phrase qui doit nous faire réfléchir sérieusement. Il a dit, nous sommes tant aimés parce que nous sommes si différents. Vous êtes cartésiens, les Russes sont excessifs, et si complémentaires. C'est vrai, si complémentaires. Et une autre phrase qui nous donnera la clé de la réussite, finalement, de l'intégration de ces personnages, d'Olifar, Diaghilev, d'Otrouaya, il y a beaucoup de gens qui sont venus là-bas. Qu'est-ce qu'il disait? Nous sommes venus pas pour prendre, mais pour donner. Très belle citation, et qui d'ailleurs trouve à s'appliquer assez généralement, y compris dans la France d'aujourd'hui. Alors mon cher Vladimir, revenons quand même à Staline, qui est le personnage, sinon central, du moins le personnage de fond. C'est un personnage très important.
pendant toute l'époque où il a pris le pouvoir et où il l'a exercé, il n'y a eu, à vous suivre, qu'un seul moment où il a été, je dirais, troublé, même pire que troublé, déstabilisé, c'est au moment de l'offensive allemande sur la Russie, lorsque le pacte germano-soviétique a été rompu unilatéralement par les Allemands et que les Allemands approchent de Moscou. Là, il semble bien qu'il est craqué. Vous savez, je vais vous dire, ces épisodes, moi je les reconstitués presque la première fois grâce à ce témoignage du chef de cabinet de Staline. J'ai une très longue conversation, plusieurs heures avec lui, en présence d'ailleurs de Yakovlev, et il nous a raconté minute par minute cela, et après je reconstituais ça, et ça c'était étonnant. C'est la période, peut-être c'est vraiment les pages essentielles de ce livre, quand Staline craque. Le moment était fatidique. Qu'est-ce que vous voulez? Hitler, il était vraiment là. On dit Hitler, il était à quelques dizaines de kilomètres de Kremlin. Les archives prouvent que Hitler était à 6 kilomètres du Kremlin. Les paras-nazis ont été dispersés près de Kremlin. Et Staline, il ne savait, à un moment donné, il ne pouvait pas. Il y a un épisode que j'ai reconstitué dans la bouche d'ailleurs de ce personnage, de chef de cabinet de Staline, mais aussi il y a Zhukov, maréchal vainqueur de Berlin. Il ne savait pas comment il fallait agir, et à un moment donné, vers la fin du mois de juin, ils ont carrément perdu la communication avec les troupes. Que faire? Alors Staline, il dormait très peu à l'époque, parce il travaillait 16 heures, 17 heures cette journée-là, et puis il se couche 2 heures, et après il vient quand même voir son chef d'état-major. Il dit alors, vous avez perdu la communication avec les troupes. L'autre lui a dit, attendez, vous me donnez quelque temps, je vais vous faire le rapport au Kremlin, il n'y a pas de problème. Et là, Staline, vraiment, il commence à crier, il dit, attendez, quel pitoyable chef d'état-major vous êtes si vous avez perdu la communication avec les troupes. Et à ce moment-là, c'est ahurissant. Vous savez, Zhukov, qui est un vainqueur de Berlin, c'est l'homme le plus courageux de toute la guerre, qui a affronté tant de situations tragiques, il craque, il pleure, il sanglote, il sort de la chambre, mais le moment était tellement intense, mais je pense qu'ils ont été vraiment en plus très fatigués physiquement quand ils ne dormaient pas. Vous savez, Staline sort, il craque à son tour. Il disparaît pendant 2 jours, il y a un vide dans le pouvoir de ça, et puis il est revenu, quand même après il a retrouvé toutes ses facultés de l'acteur politique. Il y a un autre moment qui m'impressionne, et franchement j'aime beaucoup raconter ça, je vous ai raconté d'ailleurs Claude une fois, parce que c'était un moment absolument étonnant. C'était exactement le 7 novembre 1941. C'est justement à ce moment-là, les Allemands étaient très près du Kremlin. Et on a poussé Staline de quitter Moscou. Et au lieu de quitter Moscou, il a reçu à l'époque une information absolument capitale de son agent, qui était un espion d'origine allemande, en fait, qui travaillait au Japon, grand séducteur, il dit que les Japonais ne vont pas entrer en guerre. Et Staline, il prend les dernières forces. C'était capital, parce que le front japonais risquait de s'ouvrir à absolument, et dans ce cas-là, c'est terminé. Et donc il n'avait plus de troupes fraîches à ramener. Absolument, il ramène les dernières troupes fraîches. Ouais. Mais là, et ça c'est une sorte de ressemblance, on a parlé du théâtre politique. Vous savez, c'est du théâtre, c'est vrai. Il a fait une mise en scène absolument exceptionnelle. Il a organisé une sorte de défilé de la dernière chance. Il est que personne ne sache quand ça commence. Il commence 2 heures plus tôt que d'habitude, à 8 heures du matin. Imaginez bien la place rouge, vous la connaissez, une tempête de neige, exactement comme dans l'opéra, dans le décor de l'opéra de Boris Godunov. Et Staline, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans sa bouche, ce chef de cabinet m'a témoigné, il a dit Dieu est avec nous. C'était manquait pas de sel. Manquait de sel. Encore qu'il fut séminariste. Parce que séminariste, bien sûr, oui. Séminariste. Et après, il fait entrer pendant quelques dizaines de minutes les volontaires, et seulement au bout de 15 minutes, je crois, il a fait entrer ces troupes fraîches, qui étaient une sorte de rouleau compresseur, pour montrer jusque-là. Et après, il a prononcé un discours, encore une fois plus étonnant. Il disait, au nom de nos saints,
au nom de Christ, c'est complètement censuré après, mais on va combattre Hitler et on va gagner la guerre. Et il commence avec cette fameuse adresse, il a utilisé ça deux fois pendant la guerre, au lieu de dire camarades, vous vous souvenez, oui. il dit frères et sœurs. Frères et sœurs. Voilà. Une adresse chrétienne. Une adresse chrétienne, il y a côté séminariste, il a utilisé beaucoup. Oui. Contrairement d'ailleurs à ce qu'on raconte, Staline il écrivait lui-même les discours, tous les discours, et moi j'ai tout analysé ça d'une manière absolument pointue, et je vous signale qu'il a beaucoup utilisé disons, de l'inspiration complètement de ses études au séminaire, où il était meilleur élève. Moi, j'ai un carnet de Staline, c'est étonnant. On disait que c'était quelqu'un qui était révolutionnaire clandestin dès le début, etc. Au début, il était un séminariste absolument, avec les notes absolument excellentes. Et il adorait surtout lire Platon dans le texte. Dans le texte, tout ça. Alors ça ne va pas nous réconcilier avec lui, le fait qu'il Non. fut helléniste. Non, Enfin, ça permet de comprendre l'histoire. Simplement, on ne peut pas simplifier. Pourquoi on parle de ça? Je vais vous dire. Parce que c'est très important de ne pas vivre dans le mensonge, dans l'illusion, dans politiquement et historiquement correct. C'est pour ça qu'on parle de tous ces sujets. Avec Il est important de connaître les raisons de l'histoire, il est important de connaître l'histoire elle-même et de ne pas la juger à travers des présupposés idéologiques. Absolument. C'est absolument capital et je crois que c'est un message qu'on peut adresser à tout le monde, et en particulier dans le pays où nous vivons actuellement, où il n'est pas mauvais, effectivement, de temps en temps, de dire qu'il faut juger les faits et non pas simplement ce que l'on pense des faits. Bien sûr, mais vous savez, il y a plein de clins d'œil dans le fantôme de Staline. Vous avez remarqué, par exemple, il y a un chapitre qui s'appelait Les idiots utiles. Les idiots utiles, voilà. Alors, les idiots utiles, tout le monde, je crois, sait ce que c'est. Ce sont des gens qui pensent qu'on peut toujours composer avec une dictature ou avec un régime malfaisant et qui lui trouvent toujours des vertus jusqu'au moment où ce régime se révèle être ce qu'il est. Alors, ce livre fascinant que je montre à nouveau, Le fantôme de Staline, de Vladimir Fedorovski aux éditions du Rocher, est un livre qui va rendre service, à mon avis, à beaucoup de gens. D'abord parce que c'est votre talent, vous savez admirablement raconter des histoires, et là c'est l'histoire que vous racontez. Et deuxièmement, vous avez aussi le talent de simplification au meilleur sens du terme, c'est-à-dire que vous ne vous perdez pas dans des digressions infinies, vous allez à l'essentiel. Et pour des gens qui, au fond, ne connaissent pas tellement l'histoire, parce qu'en France, on a cessé de l'enseigner, comme vous le savez, eh bien, ça va être une excellente façon de se rattraper. Donc finalement, vous êtes en même temps un bienfaiteur des sciences historiques. Ah, mais je suis ravi. Et vous savez, je vais vous dire, faire simple, c'est la plus grande difficulté. C'est ce qui est le plus compliqué. C'est la plus grande difficulté. Il y a, j'ai bien connu l'égérie de Matisse, qui était une femme d'origine russe, et ça me touche ce que vous dites, évidemment, Claude, et elle a disait à propos de Matisse, sans comparaison avec moi, évidemment, une apparente facilité. Oui. C'est une apparente facilité, mais vous savez, je suis beaucoup influencé dans mon écriture, vous avez remarqué, par deux écrivains, l'un est russe, du prix Nobel de la paix, prix Nobel de littérature, c'est Bounine, qui est vécu en France, extraordinaire, et puis par Maupassant, qui est, vous savez, l'art de Maupassant, c'est des phrases courtes, très soi-disant simples, en réalité, ça exige un certain travail, soyez sûr. Bien, le travail ne se sent pas, mais on en a le résultat, c'est essentiel. Alors, cet ouvrage, bien sûr, s'inscrit dans une sorte de grande saga de la Russie. Je pense que tous ceux qui vous lisent, c'est mon cas depuis longtemps, ont toujours plaisir à retrouver en même temps un souffle qui, lui, ne change pas d'un ouvrage à l'autre. Ce qui change, naturellement, ce sont les faits, les époques. Et en même temps, on se dit, et c'est encore aussi un élément très intéressant de votre œuvre, c'est que tout ce que vous écrivez a une résonance actuelle, contemporaine. Vous êtes passionné par l'actualité, et même quand vous êtes dans l'histoire, au fond, vous êtes encore dans l'actualité. Mais il y a plein de clins d'œil par rapport à la France, par rapport à l'Europe, et évidemment par rapport à la Russie. Mais ça, sur la couverture, quand même, le fait qu'il y a Poutine. Bien sûr. Alors, est-ce que vous retournez souvent en Russie? Vous êtes retourné, je crois, pour les fêtes de Saint-Pétersbourg. Pour Saint-Pétersbourg, vous savez, je suis assez aimé à Saint-Pétersbourg parce que le livre que vous m'avez reçu autrefois pour Saint-Pétersbourg, je vous remercie encore une fois, le roman de Saint-Pétersbourg, c'est un livre vraiment mondialement connu. Et l'intelligence de Saint-Pétersbourg, je sais que je l'ai quand même propagé, disons, je faisais de la propagande de leur ville, de leur ville.
que j'adore d'ailleurs, parce que c'est un symbole occidental. Mais maintenant, les temps sont un peu durs, et avec ce livre, peut-être je vais attendre quelques mois. Que ça s'apaise un peu. Il faut dire je suis partisan d'être d'une certaine prudence et de l'apaisement. Il est vrai que vous avez connu tous les événements qui incitent à être prudent. Surtout que nous entrons dans une période un peu troublée, puisque c'est une période électorale, mais qu'en même temps, les périodes électorales en Russie s'accompagnent parfois de certains événements. Je pense à ceux de 1999, quand soudainement quelques attentats graves, plusieurs centaines de personnes tuées, ont permis quand même une transition entre Eltsine et Poutine qui s'est déroulée sur un événement dont on n'a pas vraiment connu les tenants et aboutissants, même si on les devine dans... Absolument, mais dans le livre, vous avez remarqué, je prends justement ces périodes de succession, et vous allez voir, dans la période de succession, il y a toujours des complots et toujours des assassinats non élucidés. Non élucidés pour l'instant. Pour l'instant. Alors, vous avez sans doute un livre en projet. Le prochain, je vous annonce, ce sera les romans russes, ce sera la première partie, cette partie flamboyante, et d'ailleurs ce sera un peu quand même l'anniversaire de beaucoup de choses, parce que vous savez, la France a été 3 fois peut-être le centre du monde. Pour moi aussi, ça reste un des centres culturels, mais c'était Louis XIV, il y avait Napoléon quand même, qui était un facteur important, et puis l'école de Paris. Quand il y avait l'influence, Matisse, toutes ces choses-là, inoubliables. Mais pour réussir à l'école de Paris, il y avait un phénomène, c'était des saisons russes, c'était les saisons de Diaghilev à Châtelet, et c'est exactement 100 ans. C'est cela que vous allez décrire. Je vais raconter Tchekhov, les égéries, les grands amours, Modigliani, Akhmatova, Matisse et son inspiratrice Lydia, et tant d'autres personnages, avec ce petit accent, et vous allez plonger cette fois-ci dans l'ambiance de roman de Saint-Pétersbourg. Eh bien, ce sera un immense plaisir pour nous, et naturellement, le rendez-vous est pris pour en parler à Reichmann TV. On sera absolument enchanté de vous accueillir, mon cher Vladimir, et peut-être même avant, si les événements commandent, que vous veniez nous éclairer de toutes les connaissances que vous avez. Cher Claude, je suis un fidèle et je suis un soutien inébranlable de votre télé qui réussit sans moi d'ailleurs. Mais avec moi, peut-être avec une petite contribution de ma part. Merci beaucoup. Je rappelle une dernière fois pour aujourd'hui le livre qui nous a servi de trame à cette émission, Le fantôme de Staline de Vladimir Fedorovski aux éditions du Rocher. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. J'espère que nous vous avons fait passer quelques moments agréables. Soyez heureux, portez-vous bien, à bientôt et vive la France.